Bonjour, je vais vous proposer dans cette vidéo la correction du deuxième concours du CRPE, la partie didactique des mathématiques. Allons-y. Et je remercie Cécile de m'avoir transmis le sujet via YouTube. Voici donc la situation 1 pour laquelle vous aviez un texte qui vous expliquait ce qu'était modéliser et calculer, et il fallait réutiliser donc ces deux compétences pour analyser chacune des réponses de chacun des élèves. Je vous invite donc à lire le problème et de faire pause pour pouvoir le lire. Pour la première question, il fallait à la fois s'appuyer sur l'extrait dont je vous ai parlé, il fallait analyser les 5 propositions en termes de réussite et d'échec, donc les deux, et pour chacune des deux compétences qui sont mentionnées. L'élève A ici, par contradidactique, pense qu'un problème de mathématiques, c'est utiliser tous les nombres de l'énoncé. Soit il dépasse cet implicite, source d'erreur, et peut accéder au sens, soit il ne peut pas modéliser la situation et auquel cas il faudra remédier autrement et on verra ça plus tard. Par contre, ici, il maîtrise parfaitement l'addition posée. L'élève B, ici, a parfaitement compris la situation du problème et il procède par soustraction successive. Mais il ne montre pas quelle règle il utilise pour faire sa soustraction. Ici, il considère que l'écart entre 0 et 4 et 4 et 0, et c'est la même chose. Donc, il s'appuie sur un raisonnement qui est juste, puisqu'effectivement, l'écart est toujours le même. Mais ici, il n'a pas considéré que c'était à 0 qu'il fallait enlever 4. Et comme on ne peut pas enlever 4 à 0, alors il faut procéder à une technique soustractive, ou la méthode hollandaise, ou la méthode française. L'élève C a parfaitement compris la situation, il a additionné effectivement les images entre elles, il a bien trouvé le résultat tout à fait juste, il sait calculer, puis ensuite la soustraction, elle, est parfaitement juste aussi, et il trouve la bonne réponse. Donc du point de vue de la modélisation et du point de vue du calcul, tout est juste. Pour l'élève D, nous pouvons faire exactement les mêmes remarques que pour l'élève C. Néanmoins, ce qui ne va pas ici, c'est l'écriture. En effet, 100 moins 24, ça ne fait pas 76 moins 16 et encore moins 60. Donc le signe égal ou l'écriture mathématique ici est à revoir. Néanmoins, du point de vue de la modélisation et du calcul, tout est juste. L'élève E est sans doute l'élève qui a le plus de difficultés ici. En effet, l'opération, la soustraction est juste, mais le sens du problème n'est absolument pas compris par cet élève. Les opérations choisies ne sont pas les bonnes, la réponse n'est pas la bonne et ne correspond pas à ce qui est demandé. La modélisation donc est difficile et les calculs, eh bien, on a trop peu d'indices pour savoir si l'élève est capable de réaliser les soustractions du niveau qui est demandé dans ce problème. Pour remédier au problème de l'élève A, eh bien, on peut utiliser un matériel comme par exemple un quadrillage de 10 par 10, ce qui fait 100 cases, et demander aux enfants progressivement de remplir déjà ces 100 cases par 24 cases, donc par exemple de faire des petites croix dedans ou des petits traits dedans, et puis en faire 24, et puis ensuite de procéder de la même manière avec les 16. Pour chacune des étapes, eh bien, leur demander ce qu'ils ont fait et de l'écrire de manière mathématique. Il existe un matériel qui s'appelle la vue d'ensemble, c'est exactement la même chose, sauf que c'est en bois, et vous avez tous les nombres en bois de 1 jusqu'à 100, et là aussi vous pouvez utiliser ce matériel pour enlever d'abord 24, dire ce qui a été fait et écrire l'opération qui correspond, puis ensuite enlever les 16. Remédier sans matériel, eh bien, il s'agira de dessiner la situation, par exemple, ou de la schématiser. Donc, on peut proposer une schématisation par des ensembles, et puis d'expliquer quelle opération nous allons réaliser pour chacune des étapes. Quand on mettra, par exemple, les 16 images ici, et quelle opération il faudra faire pour savoir le nombre de places qu'il reste, puis ensuite mettre les 24 autres images, et ensuite demander quelle opération il faut faire à nouveau pour savoir le nombre de places qu'il reste. Il s'agit ensuite dans la 4e étape d'analyser ou d'isoler les erreurs qui risqueraient de ne pas être détectées dans ce nouveau problème. L'album de Rémi peut contenir 100 photos, Rémi veut ranger 24 photos, combien de places restera-t-il ? Ici, on risque de ne pas détecter si le sens de l'opération de la soustraction en l'occurrence est compris. En effet, par contradidactique, les élèves risquent de prendre les deux seuls nombres du problème, réaliser la soustraction puisque c'est ce qui est travaillé actuellement, sans savoir si le sens est parfaitement compris. On ne saura pas non plus si l'élève est capable de réaliser un problème en 2 étapes.
Dans cette situation 2, il fallait citer au moins 2 notions qu'un élève doit avoir travaillées pour pouvoir réaliser ce problème. Donc il fallait isoler les préacquis. Bien entendu, il fallait que les élèves aient d'abord travaillé sur les périmètres et connaître le sens. Il fallait qu'ils aient travaillé sur l'écriture spécifique des aires en centimètres carrés avec le petit 2 en exponentielle. Il fallait aussi qu'ils sachent calculer avec des nombres décimaux, des multiplications et des divisions, comme on le verra par la suite. Il fallait aussi qu'ils connaissent la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. Il fallait ensuite trouver 4 couples de réponses. Alors je vous en ai donné 5. Vous pouviez dire que 2 fois 8, ça faisait 16 cm², 4 fois 4, 116 cm², puisqu'on indique que la longueur et la largeur pouvaient être égales. 1 fois 16, ça fait aussi 16 cm². Puis ensuite, on arrive avec les nombres décimaux, où on multiplie 0,5 fois 32 et 5 fois 3,2 pour obtenir 16 cm². Il fallait ensuite citer au moins 2 difficultés. Alors je vais vous en citer 4. La première difficulté était de considérer que l'un des côtés, ou la longueur de l'un des côtés, pouvait être exprimée avec un nombre décimal. L'autre difficulté est de considérer que nous avons des surfaces qui sont constantes, nous avons toujours 16 cm², et pourtant les périmètres, eux, sont changeants. On a 34 cm, 16 cm et 20 cm. Cet écart, ou cette différence, pourrait être considéré comme une erreur par l'élève. Autre difficulté, celle de ne pas trouver la démarche qui consiste à diviser 16 par n'importe quel nombre pour trouver la longueur et la largeur. Et enfin, quatrième difficulté, si on connaît la démarche en question, eh bien c'est de tomber sur des nombres infinis. Pour la quatrième question, il s'agit de trancher s'il est judicieux ou juste de réaliser un carré de 4 cm de côté. Pour trancher, eh bien, on peut proposer aux élèves de se rapporter au cours de géométrie concernant les carrés et les rectangles et de voir qu'un carré n'est qu'un rectangle particulier. De ce point de vue, il est parfaitement juste de proposer donc le carré de 4 cm de côté. Pour la cinquième question, il fallait deviser sur la démarche d'un élève qui a procédé de cette manière-là. Donc, il a pris 16 cm², puis il l'a divisé par 3. Nombre qu'il a dû prendre au hasard pour ensuite obtenir la mesure de l'autre longueur du rectangle. Cet élève sait que pour obtenir l'aire, il faut multiplier la longueur par la largeur. Donc il a compris que l'opération inverse, c'est-à-dire la division, permettait de trouver la longueur manquante. Alors, que maîtrise cet élève? Cette procédure révèle quel acquis de l'élève? Eh bien, il révèle que l'élève maîtrise la réversibilité de la multiplication vers la division. Et il connaît, bien sûr, la formule de l'aire du rectangle. Pour montrer à cet élève que cette procédure, en tout cas ce résultat, ne convient pas, eh bien, il faut procéder par la multiplication, c'est-à-dire la formule pour trouver l'aire d'un rectangle. Et utiliser le nombre choisi, 5,33, que l'on multiplie donc par 3 pour retrouver l'aire. Et là, on voit bien qu'on ne retrouve absolument pas 16, mais 15,99. Pour la dernière question, je vais vous présenter donc une hypothèse de ma part. Si d'autres ont d'autres réponses, je suis preneur dans vos commentaires. Pour ma part, l'exploitation possible, eh bien, c'est d'utiliser les nombres fractionnaires. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, 5,33 ne nous est pas très utile. Mais passer par le nombre fractionnaire 16 tiers nous permet de nous sortir de la situation. Auquel cas, le périmètre sera égal à 16 tiers plus 16 tiers, c'est-à-dire 32 tiers plus 6. On peut aller plus loin après avec les élèves et transformer 32 tiers en 10 plus 2 tiers. Quant à l'aire, eh bien l'aire ce sera 16 tiers fois 3, et 16 tiers fois 3, ou répété 3 fois, c'est 16 tiers plus 16 tiers plus 16 tiers, c'est-à-dire 48 tiers. Et qu'est-ce que c'est que 48 tiers? C'est 48 divisé par 3, c'est égal à 16 cm². Donc on peut utiliser cette opération-là pour exploiter la fraction. Dans la situation 3, nous avions un problème dont la principale notion était bien entendu les situations de proportionnalité. Là, c'était des points gagnés facilement. Il fallait ensuite analyser le choix des nombres de crêpes dans cet exercice. C'est ce qu'on appelle ici les variables didactiques. Donc on constate d'abord qu'on a 15 crêpes, 25 crêpes, 10 crêpes, 60 crêpes. Donc ce qui unit tous ces nombres-là, c'est qu'ils sont tous multiples de 5. On voit aussi qu'il pouvait y avoir un lien entre 15 crêpes et 60 crêpes, puisque 60 crêpes, c'est 15 crêpes répétées 4 fois. L'autre intérêt aussi, c'est que 60 crêpes, eh bien, c'est 2 fois 25 crêpes, plus les 10 crêpes de la première question.
Il fallait ensuite expliciter 3 procédures correctes pour calculer la masse de farine pour 10 crêpes. La première procédure possible était le passage par l'unité. On connaît la masse pour 15 personnes, alors quelle va être la masse pour une personne? On divise par 15 en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on divise par 15 le nombre de personnes et on divise par 15 la masse de farine. Donc pour une personne, nous aurons 20 grammes de farine. Pour 10 personnes, il suffira alors de multiplier donc 20 grammes 10 fois pour obtenir la masse de farine pour 10 personnes. L'autre procédure est de trouver le coefficient multiplicateur pour passer d'une ligne à l'autre. Donc pour passer du nombre de personnes à la masse, ici, eh bien je dois multiplier par 20. Donc le coefficient multiplicateur sera toujours multiplié par 20. Donc pour 10 personnes, eh bien je devrais faire 10 répété 20 fois pour obtenir 200 grammes de farine. Enfin, la dernière méthode est d'utiliser la règle de 3. La règle de 3 étant de faire donc 300 divisé par 15, ce qui revient en fait à faire un passage par l'unité, puis de multiplier ensuite par 10 le résultat de 300 divisé par 15. Donc 300 divisé par 15 égale 20, 20 fois 10 égale donc 200. Donc si j'ai 300 grammes de farine pour 15 personnes, j'aurai 200 grammes de farine pour 10 personnes. Enfin, pour le dernier exercice, eh bien, la procédure de cet élève est particulièrement judicieuse puisqu'il a décidé de prendre la recette pour 15 personnes plus la recette pour 25 personnes plus 2 fois la recette qu'il a trouvée ici. Donc c'est parfaitement judicieux. Il y a une seule erreur à ma connaissance, c'est que pour les 10 crêpes, eh bien, il a réalisé 125 moins 75 est égal à 150 centilitres, c'est-à-dire qu'il a trouvé un résultat plus grand en effectuant une soustraction. Pour l'aider, il suffit sans doute, à mon avis, de attirer l'attention sur l'idée que si à 125 on enlève quelque chose, est-ce qu'on peut trouver un nombre le plus grand ? Peut-être était-il attendu aussi de dire que 60 crêpes, c'est 4 fois 15 crêpes, auquel cas on peut vérifier les résultats à partir de cette idée-là. Il suffira alors de multiplier 75 centilitres 4 fois pour réaliser que nous n'avons pas le même résultat. Si d'autres erreurs vous avez trouvées, mentionnez-les dans les commentaires. En tout cas, c'était une partie didactique très intéressante et très stimulante. Les réponses n'étaient pas forcément aisées, mais avec un petit peu de réflexion, je pense que c'était très accessible. Voilà, à la prochaine fois. Ciao!